Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Béatrice Agostini. Elle est directrice en charge de la gestion et de la mise en place de programmes pour soutenir les nouveaux talents dans l'aéronautique. Et elle travaille chez Aéro Montréal. Elle est d'origine française, elle est canadienne d'origine française, elle a grandi en France jusqu'à l'âge de 19 ans. Je dis elle a grandi, mais Béatrice, tu as grandi en France jusqu'à tes 19 ans. Ensuite, tu es partie en Espagne, puis après en Grande-Bretagne. Et après, ton deuxième bébé, tu as décidé avec ta famille d'immigrer au Canada. C'était en 2010 et ça te semblait du bon sens. Donc, bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Merci beaucoup. Bonjour. Parce que j'ai vu ton profil passer sur immigré.com et je trouvais que ton témoignage sur l'immigration, sur les avantages, mais aussi les difficultés qu'on pouvait rencontrer, me semblait assez juste, assez équilibré et donnait en tout cas le sentiment que ça pouvait être une vie juste un peu normale. Parce que d'habitude, c'était soit le tout extrême de l'opposé et inversement. Que signifie pour toi le mot pouvoir? D'abord, merci de me recevoir, ça me fait bien plaisir. Écoute, le mot pouvoir, je pense qu'on a tous une définition différente, là. Donc, pour ma part, ce serait la capacité de faire quelque chose, de faire une différence. Et j'aimerais utiliser le mot influence, parce que c'est quelque chose qui me définit davantage, qui me parle plus encore que le mot pouvoir, mais qui est un synonyme. Donc, ce serait la capacité de rallier, en fait, des gens autour d'une cause commune. Pour moi, cette cause-là, cette volonté, ce serait de favoriser et promouvoir les femmes dans le milieu de travail, particulièrement dans les secteurs et les activités où les femmes sont encore sous-représentées. Et là, je pense surtout au secteur d'activité plus technologique, plus scientifique. Voilà. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit beaucoup d'étudiantes dans les filières techniques, mais on ne les retrouve pas après dans l'entreprise. C'est ça qui est quand même un peu bizarre, non? Écoute, moi, je peux parler pour le secteur plus dans lequel je travaille en ce moment, qui est l'aérospatial. Puis je te dirais que dans les formations en ce moment au Québec, là, c'est quand même majoritairement masculin. Puis on veut justement changer ça. On va attirer plus de jeunes filles. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ne viennent pas? Là, c'est vraiment la question qu'on se pose. Puis justement, je veux travailler sur une sorte d'étude de perception. Je travaille là-dessus en ce moment, c'est un de mes dossiers, pour essayer de comprendre pourquoi les jeunes filles puis les jeunes femmes sont moins attirées par certains secteurs ou carrières scientifiques ou technologiques. Essayer de comprendre c'est quoi les biais, qu'ils soient conscients ou inconscients, pour pouvoir ensuite mettre en place des solutions ou des techniques, des initiatives pour justement promouvoir et venir un petit peu briser ces clichés potentiels. Bon, mais tu viendras nous en parler, parce que ça nous intéresse aussi. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Parce qu'à travers tes activités, tu dois avoir une lecture particulière. C'est une bonne question. Je pense qu'on a tous un exercice du pouvoir ou de l'influence qui est différente, mais qui nous est propre, personnel. Est-ce que c'est le genre de la personne? Est-ce que c'est le fait que ce soit un homme plutôt qu'une femme? Je ne sais pas, ça restera à prouver, ça pourrait faire une autre étude. Mais certainement, c'est nos valeurs propres. Puis tout ça, ça vient aussi de notre culture, notre passé, notre expérience, qui on est, ce qu'on a vécu. Donc, est-ce que c'est vraiment le genre ou est-ce que c'est plutôt la vision qu'on a de soi et les valeurs qu'on a? On dit souvent que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, le mot sacrifice, là, c'est quand même intense, mais je peux comprendre qu'on parle de sacrifice. C'est souvent un terme qui revient. Tu as dû forcément sacrifier quelque chose pour arriver là où tu en es. Je pense que c'est une question de perception et puis tout est dans le compromis. Moi, je ne suis pas d'accord de dire qu'une femme, surtout aujourd'hui au Québec, là, puisqu'on est ici, doit sacrifier absolument quelque chose pour arriver à son but. Non, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas l'impression d'avoir sacrifié quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il y a un équilibre qui est possible, surtout dans notre société actuelle, entre un équilibre famille-travail. Et puis, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont ouvertes à ça. Donc,
tranquillement, pas vite, je pense que les mentalités changent, mais ça prend du temps. Toute évolution prend du temps. Bien sûr. Mais je pense que c'est possible d'avoir cet équilibre-là sans avoir forcément à sacrifier quelque chose. Il faut juste faire des compromis, plus de gestion du temps, gestion des priorités. Puis aussi un équilibre, une bonne répartition des tâches au sein de la famille, hein, parce que c'est certain que l'évolution de la femme a aussi impacté l'évolution de l'homme. On ne naît pas puissante et on le devient. Que vous inspire cette phrase? Ça me parle, je suis d'accord avec ça. Je pense que ça prend une volonté, mais aussi une prise de conscience d'abord. Hein, une prise de conscience que, OK, j'existe, mais qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mon but? C'est quoi ma voie? Et puis une fois que je sais ce que je veux faire, comment je vais faire pour y arriver? Hein, donc il y a une prise de conscience, il y a une volonté qui doit être là derrière. Puis après, il faut y aller étape par étape. Hein. La vie, c'est vraiment une succession de décisions. Tu sais, à un moment donné, on fait des choix, on prend un certain chemin, hein, puis il faut continuer à avancer. Donc, il faut avoir vraiment une attitude positive, je dirais, hein, à se fixer peut-être des plus petits objectifs pour avancer sur le long terme. Est-ce que, du coup, tu as l'occasion de partager ce type d'expérience avec d'autres jeunes femmes ou avec des femmes beaucoup plus, à des niveaux beaucoup plus importants que toi ou des femmes beaucoup plus matures? Est-ce que tu as l'occasion de partager ce type d'expérience? Oui, puis c'est important et j'encourage tout le monde à le faire. C'est important de réseauter, de rencontrer du monde, partager un peu les meilleures pratiques aussi, hein. On ne peut pas tout savoir, mais c'est en partageant l'expérience que ça nous fait penser à de nouvelles choses. Donc c'est important de le faire. Puis oui, je le fais, que ce soit à point de vue personnel ou professionnel. Je pense qu'on peut multiplier les initiatives pour participer, par exemple, à des événements, que ce soit de réseautage, des événements de mentorat. Je fais partie d'une application mobile au Québec. Je ne sais pas si on a le droit de citer le nom, ça s'appelle Academos. Et en fait, ça met en relation des jeunes gens entre 15 jusqu'à 30 ans, mais c'est souvent des jeunes qui se cherchent, avec des professionnels, donc des adultes, qui ont fait des choix de carrière et qui sont capables de parler justement à ces jeunes-là. Donc un jeune qui te contacte et qui te dit, je ne sais pas, moi je veux être médecin ou je veux être ingénieur. Bon, ben là, le mentor va lui répondre, va lui dire, voilà la réalité de mon métier, voilà mon parcours. Puis ça va aider le jeune à dire, OK, c'est ça que je veux faire ou non, c'est pas ça que je veux faire. Donc ça, vraiment, j'encourage les gens à le faire. Ça peut être lors d'événements face à face. Ça s'appelle Academos, je trouve ça vraiment intéressant. Tu vas peut-être voir les contacter. Oui, oui. Donc tu vois, juste sur ton mobile aujourd'hui, hein, on parle de mobilité, là, juste sur ton mobile, tu peux être capable d'influencer et de faire une différence. Sur la vie d'un jeune. Exact, ouais. Et inversement, parce que ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que les programmes de mentorat, c'est pas seulement que dans un sens unique. Parce que le mentor aussi, il apprend beaucoup. Tout à fait. Il valorise son expertise, sa compétence, son expérience aussi. Est-ce que vous pensez que les organisations devraient, ou les politiques publiques devraient être encore plus offensives pour mettre en place des programmes qui facilitent encore plus la promotion des femmes dans les instances de décision? Oui, je pense que la réponse est oui. Et je pense aussi que c'est quand même déjà fait. Il y a une belle prise de conscience, là. Puis on le voit dans les organisations privées. Écoute, là, je peux t'en citer plusieurs qui mettent vraiment en place des cultures et des visions de ce qu'on appelle tout ce qui est équité, diversité, inclusion. Hein. Oui. Donc les organisations privées s'en rendent compte. Ils se rendent compte aussi des bénéfices que ça a. Hein, ça augmente la productivité des équipes, ça augmente la créativité, tout ça, ça a été prouvé. Donc c'est un véritable enrichissement du capital humain. Donc l'entreprise est gagnante aussi à mettre en place ce genre de culture, mais ça prend un leadership marqué. Il faut que les dirigeants y croient vraiment et qu'ils s'impliquent. Mais il faut aussi que toute l'entreprise, tous les employés adhèrent à cette vision. Puis donc ça prend beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication en interne. Hein. Puis comme on disait tantôt, l'évolution, ça prend du temps. Que penses-tu de l'instauration des quotas? Ça, c'est une bonne question. Écoute, je pense que c'est pas tout noir, pas tout blanc. C'est mitigé. Je pense que c'est un très bon outil à court terme pour réduire des inégalités, hein, certaines discriminations. Si on veut très rapidement augmenter le nombre de pourcentage de femmes, par exemple sur un conseil d'administration, tu mets en place un quota, puis tout de suite, tu as des résultats concrets. Donc ça marche très, très bien. Maintenant, je pense qu'il faudrait le faire au cas par cas. On ne peut pas faire de généralité. D'accord. Dans le sens où ça peut avoir aussi, j'ai peur, comme des répercussions négatives, parce que c'est une forme de discrimination positive envers les femmes, qui a un but noble, hein, dans le fond. Mais
Et ça peut aussi être de la discrimination envers des hommes à compétences égales. Puis donc, ça vient un peu me chercher aussi parce que pourquoi est-ce qu'on choisirait quelqu'un en fonction de son genre? Pourquoi est-ce qu'on choisirait quelqu'un parce que c'est une femme? Tu sais, donc ça peut se retourner facilement. Puis ça peut venir aussi décrédibiliser un petit peu les compétences des femmes, malheureusement. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Il faut l'utiliser avec beaucoup de discernement, je pense. Donc, en fait, il ne faut pas légiférer. Bah, écoute, oui, c'est pas ma décision à prendre, mais oui, j'irai au cas par cas. Okay. Ouais. On va faire une petite pause et on revient dans quelques instants. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Nous parlions avec Béatrice Agostini des quotas ou pas quotas pour faciliter l'intégration et la promotion des femmes dans les instances de décision. Béatrice, quelle est ta phrase, ton proverbe, l'adage qui pour toi illustre le plus tes engagements ou ta personnalité ou tes propos? Alors, ma citation, ce serait « Il faut écouter pour être ensuite écouté ». C'est une citation qui est dérivée de François La Rochefoucauld, qui est un écrivain du XVIIe siècle, si je ne me trompe pas. Puis j'y crois vraiment parce que je pense qu'on a tendance à parler trop vite, trop rapidement. On oublie d'écouter l'autre. Hein. Puis cette écoute, elle est importante, mais il faut être capable de se mettre un peu de côté, un peu en pause, pour être comme un réceptacle des propos de l'autre. Puis sans jugement. Hein. On a tendance à juger trop vite et à parler trop vite. Tout à fait. Puis j'ai beau le dire, même moi, ça m'arrive des fois de me dire « Oh, j'ai parlé trop vite ». Il faut apprendre un peu à se taire, à écouter. Et je pense que cette écoute-là, ça va permettre une meilleure qualité des relations. Ça va instaurer la confiance. Et je pense que de la confiance découle l'influence. Donc si tu as écouté l'autre personne, t'es mis à sa place, écouté ses besoins, ses émotions, cette personne va être plus à même de t'écouter aussi, ton message va mieux passer. Est-ce que tu as un coup de gueule ou un coup de cœur? Quelque chose qui t'agace vraiment, que tu aimerais voir changer, ou quelque chose qui te touche particulièrement, que tu aimerais voir continuer? Écoute, un coup de gueule que j'ai eu récemment, là, je crois que c'était le mois dernier. Tu sais, ces derniers mois, on a beaucoup parlé de la lutte pour l'environnement. Puis on avait Greta Thunberg qui est venue à Montréal, hein, la fameuse manifestation. Puis suite à ça, j'ai lu dans les journaux qu'une personne mal intentionnée avait pendu un mannequin de cette jeune fille sous un pont à Rome. Puis ça, c'est venu me chercher. Ouais. Parce que tu peux aimer ou ne pas aimer une personne publique, une figure publique, mais de là à faire cela, non, je trouve que c'était trop, là. C'est inacceptable. Puis moi, cette jeune fille, écoute, je trouve que c'est un bel exemple, justement, d'influence. Hein? Puis c'est une jeune fille de 16 ans, toi compte. Elle est capable de rallier des foules, puis sur la scène internationale, pour une bonne cause. Tu sais, c'est un exemple à suivre. Donc oui, ça, c'est mon coup de gueule de voir que quelqu'un a pu faire ça. Et mon coup de cœur, tu disais, que ce serait un peu la raison pourquoi je suis ici au Québec, c'est le féminisme québécois. C'est vraiment un mouvement qui a progressé énormément. Puis c'est une des raisons qui a fait que j'ai décidé de venir ici avec ma famille. Hein. Surtout que je suis maman de 2 jeunes filles. Là. Quand je suis venue ici, elles étaient toutes petites. Puis pour moi, là, c'est une chance qu'on leur donne de grandir ici au Québec parce que je trouve que la femme est vraiment très bien traitée ici par rapport à la France, sans non plus vouloir faire de caricature. Bien sûr. Mais tout de même, en France, il y a tout le temps des micro-agressions par rapport aux femmes qu'ici, je ne retrouve pas, ou beaucoup moins en tout cas. Donc ça me fait plaisir de me dire que j'ai donné cette chance à mes filles qui sont maintenant canadiennes et qui vont pouvoir grandir et faire le choix de continuer de vivre au Québec ou pas. Parfait. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Alors, écoute, là, j'ai pas de réponse précise. Et ça me fait dire justement que si j'ai pas de réponse, c'est peut-être parce que cette personne, elle n'existe pas. J'ai pas encore de modèle parfait, mais je sais pas si ça pourrait exister non plus un modèle parfait. Je pense pas qu'on puisse plaire à tout le monde. Donc non, j'ai pas de réponse exacte à cette question. C'est vrai. Si tu avais un jour pour changer le monde, par quoi commencerais-tu? Alors, si j'avais une baguette magique... C'est ça. Et que tu avais 24 heures. Ouf! Pression, pression. Qu'est-ce que je ferais? Écoute, si j'avais une baguette magique, là, je pense que je serais quand même pas capable de faire ça toute seule.
trop de travail, puis par quoi commencer, là, c'est difficile comme question. Je pense que ce que je ferais, c'est justement, je demanderais à du monde de venir m'aider, puis j'ouvrirais le dialogue, une grande concertation. Puis je dis pas que c'est pas déjà le cas, là, mais c'est ce que je ferais. J'inviterais les gens, je ferais une grande concertation, on parlerait, puis on essaierait de chercher des compromis. Parce que sinon, ça reviendrait d'un coup de baguette magique, ben voilà, le monde il va être à mon image. Puis ça, c'est pas très démocratique, parce que ce que je pense peut être différent de ce que tu penses. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est vraiment permettre à ce que toutes les idées puissent participer à ce que le monde y soit comme on aimerait qu'ils soient tous, en fait. C'est ça, mais on n'a pas tous la même définition, là encore. C'est ça qui est difficile. Mais c'est un bel idéal, en tout cas. Ouais. Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Ça, c'est une belle question. Étrangement, je me suis souvent posé cette question. C'est vrai, hein? Et à chaque fois, c'est la même réponse qui est venue. Une girafe. Une girafe? Oui. Alors tu es la première qui me donne cette réponse. Écoute, ça fait longtemps que je me pose cette question, à chaque fois c'est une girafe. Pourquoi? Premièrement, parce que déjà cet animal, il me fascine, là, je le trouve magnifique, ce long cou, ses longues jambes, il a l'air tellement calme cet animal, pacifique. Puis là, je me suis dit, mais quand même, pourquoi une girafe? Puis là, j'ai pris quelques minutes, je l'ai pianoté sur Internet, je me suis dit, symbole, girafe. Et là, je suis tombée sur un article d'un psychologue américain, si je ne me trompe pas, le nom c'était Marshall Rosenberg, qui explique qu'il avait choisi la girafe comme symbole de la communication non violente. Pourquoi? Parce que cet animal, oui, en fait, c'est l'animal terrestre qui a le plus gros cœur proportionnellement à son corps. Donc, c'est en fait l'animal symbole du langage du cœur. Puis là, je me dis, waouh, ça c'est sûr, je vais être une girafe. Donc, en lisant l'article, ça expliquait que le langage girafe, ça prône l'empathie, mais aussi formuler des demandes non directives, ne pas exiger, ne pas juger non plus, savoir écouter. Puis tout ça, c'est venu me chercher. Et je me suis dit, c'est ça. Oui, ça rejoint tout à fait tout ce que tu disais tout à l'heure. Donc, je serais une girafe à 200%. Ah ben, très bien. En préparant cette rencontre, on t'a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose en tout cas qui pour toi symbolise le pouvoir et la féminité. Ou le pouvoir tout court, la féminité tout court. Qu'est-ce que tu nous as apporté? J'ai amené une photo, je vais te la montrer. Je ne suis pas toute seule sur cette photo, donc ça montre l'union aussi de plusieurs jeunes femmes. Oui. Ok, ça c'était lors d'un événement, c'est assez récent, ça date du mois de mars 2019 à Montréal. C'est un événement qui s'appelle Les filles et les sciences, un duo électrisant auquel je participe depuis plusieurs années. Et le but, c'est d'inviter des jeunes filles, environ 300 jeunes filles à Montréal, mais ça se passe aussi à Rimouski, Québec, d'autres villes, pour partager en fait une journée de découverte des professions et des carrières scientifiques et technologiques. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur. Donc c'est du bénévolat, tu prends ça sur ton temps, sur la fin de semaine pour le faire parce que tu y crois. Et puis tu fais du maillage, du réseautage, tu parles avec des jeunes. Tu sais, ils ont plusieurs ateliers de découverte, ils ont des petits ateliers, des petites zones de découverte où ils magasinent leur carrière, où ils parlent avec des professionnels, où ils rencontrent aussi des écoles qui présentent leurs programmes. Puis tout ça, c'est important de le faire. Je trouve qu'il faut le faire autant au point de vue des entreprises, mais au point de vue particulier aussi. Prendre le temps de faire plus de bénévolat, de mentorat. Ça nous apporte, comme tu le disais, dans les deux sens. Et ça, c'est chaque année au mois de mars? Chaque année au mois de mars. Ce n'est pas le seul événement. Je fais celui aussi du Centre des sciences, à peu près au mois de mars aussi, qui a changé de nom. C'est les sciences au féminin. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler cette année, mais c'est la même idée. C'est promouvoir les sciences et attirer les jeunes filles vers des carrières vers lesquelles, spontanément, elles ne sont pas attirées. Pourquoi? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les médias? Je ne sais pas, là. Mais c'est justement se rendre compte qu'il y a un manque, essayer de pallier ce manque avec diverses actions. Puis à Montréal, je trouve qu'on est quand même bien placé. On a accès à diverses initiatives, activités, des musées, etc. Puis moi, j'amène souvent mes filles à ce genre d'événements-là avec moi. Si une petite fille regarde justement notre entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Béatrice Agostini ». Cute. Appelle-moi. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais « Lâche pas, hein, tout est possible ». L'important, c'est de savoir ce qu'on veut faire.
et de se donner les moyens d'y arriver. Et puis tu vois, quand je suis arrivée au Québec, ça c'était des expressions qu'on n'utilise pas en France. Hein. Lâche pas, t'es bonne, t'es capable. Des choses qu'on ne dit pas vrai. et qui sont rentrées dans mon langage courant et que je dis maintenant tous les jours. Hein, c'est vraiment d'encourager, de croire en soi. C'est ça que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on te donne la chance. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et trouver ce qui te plaît le plus. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, le vrai pouvoir qui compte, c'est le pouvoir sur soi-même. Bien sûr. Hein? C'est donc savoir ce qu'on veut faire, se donner les moyens d'y arriver, puis pas lâcher. Donc je dirais, lâche pas. Est-ce que, par exemple, tes filles, est-ce que tu sens qu'elles vont aller dans le même sens que toi, ou finalement elles sont très différentes et que malgré le fait que tu les emmènes dans des endroits comme ça, est-ce que ça impacte sur elles ou ça pas forcément? Ça peut que les impacter, si, puis elles aiment ça à chaque fois. Elles demandent à retourner à ce genre d'événement-là. Je ne sais pas si elles vont faire mon poste plus tard, là, mais je suis très ouverte avec ça. Puis souvent, c'est une question que je leur pose. Je leur demande, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ou je leur dis, tu connais ce métier? Ou là, on regarde des reportages à la télévision ensemble. Écoute, j'ai ma grande, elle a 11 ans, elle veut faire designer d'intérieur. Et ma plus jeune de 10 ans, elle veut faire maître chien. Ah, OK. Excellent, mais donc allons-y. Allons-y, bien sûr. Absolument. Ah, c'est parfait. Alors, Béatrice, tu es une femme de pouvoir. Quel pourrait être ou quel est ton super pouvoir? Écoute, définitivement, c'est ma persévérance. Je suis quelqu'un qui a dû travailler pour arriver là où je suis. Ça ne m'est pas venu naturellement. Il a fallu que je travaille beaucoup, que j'étudie à l'école, mais après que je me pousse toujours, que je sorte de ma zone de confort, que je parte à l'étranger. J'ai besoin de défis comme ça. Donc c'est vraiment la persévérance, je pense que c'est la clé de ma réussite. Puis peut-être pas seulement de ma réussite, je pense que la persévérance, ça peut s'appliquer à tout le monde. Donc c'est de se dire, adopter une attitude positive, se fixer un objectif, le fractionner à la limite en plus petits objectifs. Et puis des fois, c'est un parcours qui est long, qui peut être douloureux, il y a des échecs. Bien sûr. Mais il faut apprendre de ces échecs, hein, c'est de comprendre qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, puis essayer de s'entourer, pas rester tout seul, aller chercher l'information, trouver des personnes qui peuvent répondre aux questions, des modèles à suivre. C'est ça. Très bien, sur ces belles paroles, notre émission est déjà arrivée à sa fin. Donc... Merci Carole. Merci beaucoup pour ce moment, c'était vraiment très très intéressant. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, mais aussi sur notre chaîne YouTube et bien évidemment sur le site internet www.femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt. Merci.